féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et avec moi dans le studio, Mireille Makambira, économiste aux États-Unis, originaire du Burundi. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie Nathalie, c'est un plaisir de joindre votre émission. Alors, vous êtes experte en économie internationale et développement, notamment en statistiques, analyse de données et méthodes d'évaluation. Vous êtes également experte en matière de croissance économique des femmes grâce à la participation du secteur privé. Vous avez également une expertise en comptabilité du revenu national et des budgets des pays, c'est intéressant. Et vous avez enseigné 8 ans au collège Montgomery à Rockville dans le Maryland. Vous avez enseigné dans plusieurs universités dans le Minnesota. Dites-moi si je me trompe, notamment à Minneapolis. Vous avez donc enseigné l'économie, genre et diversité, microéconomie, macroéconomie. Vous avez enseigné à l'université du Burundi, à Bujumbura. Vous avez travaillé aux Nations Unies, notamment pour l'Agence du développement, où vous avez analysé les politiques industrielles et les effets sur l'intégration régionale. Vous avez également travaillé en France où vous avez évalué des programmes d'emploi. Vous êtes membre de l'Association nationale d'enseignement de l'économie. Vous êtes membre de Femmes africaines connectées, moi je le dis en français, c'est African Women Connect, à Minneapolis. Vous êtes membre du village d'enfants Nibakure à Kigali, au Rwanda, et membre des services de la jeunesse et de la famille d'Afrique subsaharienne à Saint-Paul dans le Minnesota. Encore merci beaucoup d'être avec nous. C'est juste une partie de votre bio. Et avec vous, Mireille, on va parler des coopératives de femmes. Parce que l'on a remarqué qu'en Afrique, ça se faisait de plus en plus, les coopératives de femmes, notamment dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Et la question, c'est de savoir si ça vaut la peine de le faire, si vraiment ça présente certains avantages quand on est femme en Afrique, qu'on veut monter un petit business comme ça, de se regrouper en coopérative. Donc une réponse, auriez-vous une réponse très, très large pour l'instant? Effectivement, Nathalie, les coopératives féminines sont une voie très prisée par les femmes dans le monde du développement pour commencer l'autosuffisance économique, comme étant dans un cadre où les emplois traditionnels, elles n'ont pas accès aux emplois traditionnels et elles ont des contraintes familiales qui ne leur permettent pas de suivre l'horaire et peut-être les compétences requises dans l'emploi traditionnel. Donc, les coopératives deviennent un outil très important pour les femmes, la jeunesse aussi, pour transformer des produits agroalimentaires, participer dans des travaux artisanaux où elles peuvent faire montre de leur capacité, de leur savoir-faire traditionnel qui n'est pas très apprécié par les marchés traditionnels. Mmh. Est-ce que l'on est dans une phase où on a tendance à conseiller d'une manière générale aux femmes en Afrique de se regrouper en coopérative ou pas ? Certaines initiatives sont assez, je dirais, organiques, donc les femmes étant un peu au bout d'autres solutions pour nourrir leur famille, arrivent à se mettre ensemble en tant que voisines ou appartenant au même village pour produire des produits qui peuvent être vendus. Mais aussi, il y a beaucoup d'initiatives par les ONG, certains gouvernements aussi à encourager ce genre d'association. Mais des initiatives qui viennent des femmes elles-mêmes, qui décident finalement, on va faire comme ça, on va se regrouper et ça ira mieux. Et ça fonctionne bien. Exactement, de prendre en main leur propre survie. On voit beaucoup d'exemples au Burundi où je viens ou du Rwanda. Les femmes se mettent ensemble pour fabriquer des paniers assez multicolores
alors et que beaucoup de touristes apprécient, que les ménages et les clients, aussi bien locaux qu'internationaux, arrivent donc à s'approvisionner. Ouais. C'est dans la presse. Un couple de Fort Worth au Texas a réduit à l'esclavage domestique une jeune fille pendant plus de 16 ans jusqu'à ce que les voisins l'aident à s'échapper, a indiqué le département de la justice américain dans un communiqué daté du 26 avril 2018. Mohamed Touré, fils de l'ancien président guinéen Sékou Touré et Denise Cros Touré, ont comparu le 26 avril devant un tribunal fédéral du Texas. Selon la plainte, les Touré et d'autres personnes ont fait en sorte que la victime, qui ne parle pas anglais, se rende seule dans son village en Guinée. À Soutlaké, au Texas, en 2000, dans la maison des accusés. Son passeport indiquait qu'elle avait 5 ans à l'époque, et au fil des ans, jusqu'à ce qu'elle s'échappe en août 2016, ils l'ont forcée à travailler pendant de longues heures. Elle devait cuisiner, nettoyer la maison, faire la lessive, jardiner, entre autres travaux forcés non rémunérés, et prendre soin de leurs 5 enfants. Ils lui ont refusé l'accès à l'école et les autres possibilités offertes à leurs enfants, précise le ministère de la Justice. Les accusés ont pris ses documents d'identité, n'ont pas renouvelé son visa après expiration. Ils l'ont isolée du monde extérieur et ont abusé d'elle physiquement et psychologiquement. Un accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, rappelle le ministère, précisant que la peine maximale pour travail forcé est de 20 ans dans une prison fédérale. Mireille Macombira. Si les femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources productives, elles pourraient augmenter de 30% les rendements des exploitations agricoles selon la FAO. Alors, quelles sont les mesures que l'on peut appliquer qui pourraient permettre aux femmes d'avoir accès de la même manière que les hommes, notamment à la terre, dans le domaine de l'agriculture ou autre, mais qui pourraient aussi leur permettre de le faire à plusieurs? Certaines initiatives que le gouvernement ou d'autres partenaires privés et ONG pourraient instituer concernent l'accès au crédit, l'épargne, donc l'organisation du point de vue financier pour permettre aux femmes d'avoir ce fonds de base pour commencer les activités. Il y a un grand besoin aussi de savoir, de techniques, d'utilisation des outils modernes qui peuvent un peu améliorer le taux de rendement des activités auxquelles les femmes sont habituées, mais peut-être prennent assez de temps pour pouvoir aboutir au produit final. Donc, la modernisation des techniques et aussi l'instruction accessible aux femmes pour pouvoir gérer une entreprise de cette mesure. Vous avez des exemples justement de modernisation, par exemple, qui feraient que les femmes sont plus fortes sur tel ou tel domaine au niveau, je ne sais pas, de l'agroalimentaire ou autre? Un des exemples les plus souvent cités revient du sud du Maroc où l'exploitation de l'huile d'argan s'est beaucoup développée, a permis aux femmes veuves divorcées de soutenir leur famille. Comme c'est un produit que le monde occidental apprécie, mais aussi il y a une demande locale des produits dérivés de l'argan, savon, produits de beauté, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'on est plus fort quand on est sous forme de coopérative? Quels sont les avantages en quelque sorte? L'un des aspects qui est assez visible, c'est la flexibilité. Donc la priorité des femmes étant
leurs enfants, surtout quand les enfants sont de bas âge. Elles peuvent se relayer, par exemple, elles se rendent des services mutuellement. Exactement, exactement. Donc, sur la garde des enfants et se relayer quand l'une d'entre elles est malade, a des responsabilités par rapport à la famille. Je crois que la flexibilité est un aspect très important, mais je crois aussi le cadre n'étant pas très intimidant pour des femmes qui n'ont jamais participé au marché formel du travail. Elles trouvent un cadre convivial de solidarité plus propice à elles se sentent plus à l'aise, effectivement. C'est comme une grande famille en quelque sorte. Oui. Absolument. Parole de femme. Il n'est déjà pas de tout repos de gagner sa vie dans le petit commerce pour les femmes africaines. Mais qu'en est-il lorsque celles-ci sont victimes de tracasseries et autres obstacles dus à l'insécurité dans leur région d'activité ? Parmi les conséquences, une très forte augmentation des prix des denrées alimentaires, comme notamment au marché de Bunia, en Ituri, dans l'est de la RDC, où notre correspondant Charlie Kazereka a rencontré des commerçantes et des femmes venues faire leurs courses. On l'écoute. Les légumes, fruits, les poissons et autres produits des champs deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leurs prix ont doublé, comme par exemple les poissons et les maniocs, nourriture de base pour les Ituriens. Au grand marché, les vendeuses des poissons du lac Albert, situé à une trentaine de kilomètres de Bunia, déplorent les tracasseries, pillages et kidnappings sur la route. L'une d'elles raconte son histoire à VOA Afrique. Sur la route, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Pillages, tueries. Avant, c'était facile d'écouler 150 à 180 kg. Aujourd'hui, difficile de vendre même 100 kg. L'argent ne circule plus. Pour les ménagères, difficile de remplir leurs paniers et satisfaire tous les enfants à la maison. Angèle, mère de 4 enfants, est venue acheter du poisson ici au marché. Je suis venue acheter les poissons, les demi-kilos. Ça coûte 3 000 francs. Avant, ça coûtait 1 500 francs. Beaucoup les gens de l'intérieur qui nourrissent Bunia sont déplacés suite à l'insécurité. L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage redoute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire si la situation perdure. Locadi Bonaventure. On doit avoir perdu 50% de la production. Ce qui fait qu'avec $5, une maman ne peut pas satisfaire son panier ménager et puis bon, ça crée des problèmes. La société civile appelle à un rétablissement rapide de la sécurité dans la région de Djougou et va jusqu'à demander même la démission du gouverneur d'Ituri. Jean Bosco Lalo est le coordonnateur des activités de la société civile ici en Ituri. Nous avons demandé dans nos documents des plaidoyers que d'ailleurs Djougou et même l'Ituri soient déclarés comme une zone sinistrée au vu des drames qu'on a connus. Avec une population estimée à plus de 600 000 habitants, la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, vit des moments difficiles avec un afflux de plus de 50 000 personnes venues de Djougou qui vivent dans des cas de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Charlie Kasereka à Bunia, en Ituri, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Mireille Macambira, économiste aux États-Unis. Mireille, vous avez entendu ce reportage. En plus de ça, vraiment pratiquer l'activité de commerçante en zone de trouble, ce n'est pas évident. Et cela joue donc sur les prix. Et donc c'est la ménagère qui est aussi pénalisée en quelque sorte. Donc dans des cas comme ça, dans des situations comme ça qui sont du reste très étendues en Afrique, on a plusieurs régions comme ça où les femmes font le commerce, quelle que soit la situation. Il faut vivre, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont encore plus intérêt finalement à se regrouper dans des situations comme ça où elles peuvent se retrouver aussi bien commerçantes que ménagères dans des situations où il n'y aura rien dans le panier et où la commerçante ne pourra rien vendre? Absolument. Dans les pays qui sont en guerre civile ou en trouble
comme l'Est du Congo, Burundi et ailleurs, la capacité des femmes de s'organiser non seulement est une nécessité, mais la capacité de s'organiser dans un système qui est fuyant, qui n'est pas assez structuré, je pense leur donne un avantage de pouvoir créer des activités comme ça. Bien sûr, il en suit des problèmes du point de vue de sécurité, des problèmes de harcèlement sexuel. Et quand les femmes ont un pouvoir économique, elles arrivent quand même à mieux s'organiser et tenir tête aux attaqueurs. Mais elles ont finalement l'habitude de cette forme de flexibilité, c'est-à-dire que tout est tellement incertain qu'il faut s'adapter toujours en fonction de la situation. Absolument, absolument. Et ça peut être un avantage dans ce cas-ci. C'est une qualité, ça devient une qualité, là. Ça devient absolument. On peut innover aussi en matière de coopérative, notamment. J'imagine, ça doit se passer en Afrique, l'innovation au niveau de la coopérative, quand même. Il y a innovation, justement, donc un certain... j'allais dire mixage, mais je suis sûre qu'il y a un meilleur mot en français, mais donc utiliser les tissus locaux, par exemple, avec les produits modernes ou importés pour peut-être répondre aux goûts changeants de la clientèle, quoi, si je puis dire. Donc, je vois ça en vêtements, les bijoux traditionnels. Ce qui se fait beaucoup, effectivement, la demande est très forte en Occident en plus. Hein. De plus en plus, oui, justement. Ouais. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui ont créé leur propre syndicat. Un syndicat des femmes. Et en fait, elles ont non seulement l'intention de réclamer leurs droits, mais aussi elles s'apprêtent à chercher des systèmes de sécurité sociale, maladie, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bien ça? Est-ce que vous pensez que ça devrait être dupliqué dans d'autres pays? C'est très admirable, comme toute forme d'organisation du travail, surtout qui n'est pas protégée. Je crois que c'est le but ultime de pouvoir non seulement aspirer à plus de croissance du point de vue de la taille des activités, mais aussi de protection, parce qu'avec la croissance viennent les accidents de travail ou les fluctuations du marché qui ne permettent pas un revenu constant aux femmes. Et donc, l'organisation en syndicat et aussi faire valoir leurs droits par rapport aux projets d'infrastructure. Et je pense que c'est très important. Et donc, ces femmes-là de Côte d'Ivoire aient pu atteindre ce niveau de protection est vraiment un exemple à suivre. Vous allez nous expliquer un petit peu tout à l'heure comment on peut faire si on souhaite se former en coopérative. Si jeunesse pouvait. À Douala et Yaoundé, au Cameroun, des enfants de 4 à 17 ans sont initiés à la programmation informatique, création de jeux et conception d'applications. Il s'agit d'un programme débuté en 2016 sous l'égide de la start-up Genius Center. Notre correspondant Jules-Emmanuel Ntap a tendu son micro à ces jeunes informaticiens à Douala. C'est dans cet immeuble du quartier Bonamoussadi à Douala que la promotrice de Genius Center réunit les enfants passionnés par l'outil informatique. L'un d'eux, Malik, 10 ans, a créé son propre jeu sur ordinateur. En plus de savoir bien manipuler le langage informatique, sous le regard de ses proches, ébloui par son talent. Ça, c'est un langage de programmation visuelle basé sur des blogs gratuits et il y a une grande communauté en ligne sur Internet où vous pouvez créer vos propres histoires, jeux et animations interactives. Comme maintenant, je viens de créer mon propre jeu. Chaque samedi, depuis quelques mois, William, 14 ans, se forme ici à la conception des applications. Des connaissances acquises au cours des sessions organisées par la start-up Genius Center. À l'actif de William déjà, une application en cours de finalisation. Cette application permet à tous ceux qui ne connaissent pas dans des endroits précis de leur habitation, qui peut les amener à un endroit où ils veulent, c'est ça les maps. Fatima Tou, 7 ans, est dans l'atelier d'ingénierie robotique de Genius Center.
L'oncle de Fadimatou, qui assiste à sa présentation, est fier d'elle. J'ai fait une programmation pour un robot, c'est extraordinaire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'aider à avancer, pour réussir dans ses projets à venir. La promotrice, Danielle Akini, ne cache plus sa joie de réussir le pari qu'elle s'était fixé en mettant sur pied en 2016 cette start-up. Je dois avouer que quand j'ai commencé, je n'avais pas vu aussi grand. Et ça grandit tellement que ça me surprend et je suis contente de voir ce que ces enfants arrivent à réaliser. 35 établissements scolaires à Douala et à Yaoundé sont partenaires de Genius Centers. Yaoundé, Emmanuel Jelouta pour VOA Afrique. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Mireille Makambira, selon la FAO toujours, les femmes reçoivent une partie très faible de la terre, du crédit, de la formation et de l'information, comme on le sait. Et l'on sait aussi, toujours selon la FAO, que les femmes très éduquées, il y a beaucoup de femmes très éduquées qui quittent leur travail de bureau pour se lancer dans l'agroalimentaire, sentant un potentiel de développement et des besoins. C'est intéressant ça en fait, parce que ce sont ces femmes qui peuvent être vraiment des meneuses pour parvenir à regrouper toutes ces femmes qui n'ont pas forcément la même éducation qu'elles, mais qui vont travailler avec elles. Absolument, c'est une opportunité de partenariat très prometteuse parce que le business a bien entendu beaucoup d'aspects, donc c'est pas seulement le savoir-faire traditionnel ou artisanal, je voulais dire, dont les femmes ont besoin. Il faut pouvoir faire du marketing et donc aussi avoir des conditions de travail acceptables. Donc, ce genre de partenariat, je pense, est très, très prometteur dans le secteur. Alors, vous allez nous donner une petite idée d'une jeune femme qui voudrait créer une coopérative. Je ne sais pas, elle veut se lancer dans la transformation d'un produit agricole et elle souhaiterait donc créer une coopérative. Comment elle va procéder? Déjà, quel est le nombre idéal, s'il y en a un, le nombre idéal pour commencer avec des femmes dans un petit village donné, une petite commune, une région en particulier? Je crois que on peut commencer par parler aux voisines ou aux gens avec lesquels on s'associe. Je sais pas, à l'église ou dans des travaux agricoles. Et parce que cela leur permet de rester en confiance. Donc, quand je connais une personne et je vais dire son sens de responsabilité, je crois que ça donne un début de confiance dont les femmes ont souvent besoin pour entretenir de telles activités. Et je crois qu'un nombre idéal serait entre 5 et 10. Donc, il faut pouvoir faire des réunions de façon efficace sans trop alourdir la structure. Est-ce qu'il faut un budget de départ? Certainement, oui. Il doit y avoir un budget de départ et je sais que beaucoup de pays africains ont fait des avances dans le genre de tontine où elles cotisent une certaine somme d'argent mensuellement et arrivent à financer leurs membres. Dans les pays où il n'y a pas, où les femmes n'ont pas assez d'épargne pour commencer, je crois qu'il faut bien de contacter les ONG, parfois le ministère du Commerce, du Tourisme, à quelques Alors fonds. ça, c'est intéressant. Il ne faut pas avoir peur de contacter le ministère du Commerce, les ministères en question, tourisme, agriculture et autres. Parce que là-bas, il y a vraiment des programmes et souvent des aides. Il faut frapper aux portes, à plus de portes que d'habitude. Et là, il faut bien sûr prendre en compte que les femmes sont parfois timides et peut-être n'ont pas le temps matériel pour se diriger dans les ministères, mais je crois que c'est très important. Et le rôle, on a parlé des femmes peut-être qui avaient participé dans le secteur du travail plus formel. Peut-être ça serait leur contribution. Ne pas avoir peur parfois d'aller frapper à la porte d'une femme d'affaires, par exemple. Absolument. Pour proposer. Pour insister, je crois que
Vous avez d'autres exemples à nous citer intéressants, je ne sais pas, au Burundi, Rwanda ou ailleurs, je ne sais pas. Je sais qu'au Rwanda, par exemple, les paniers, je crois, j'en ai parlé. Oui, et puis, bon, même au sud de l'Italie, par exemple, en Calabre, j'ai aussi rencontré un groupe de femmes. Donc, c'est pas un problème endémique au monde du développement, parce qu'il y a aussi des poches parfois de pauvreté ou plutôt d'absence d'autosuffisance économique, où les femmes se mettent ensemble pour faire des nappes de table vraiment de très, très haute qualité. Donc la dextérité manuelle que les femmes mettent dans ces produits est très, très admirable. Et on parle des avantages, les contraintes, quelles sont-elles ? On a parlé de sécurité sociale. Je crois que elles sont très sujets, les revenus des activités, de ce genre d'activités agroalimentaires ou de transformation des produits artisanaux sont sujets aux fluctuations du marché ou aux intempéries et donc du coup parfois les productions ne sont pas là, ce qui remet les femmes à la case départ donc de pauvreté. Donc ça serait bien d'avoir un système d'assurance agricole. Mais là, il faut frapper à quelle porte pour ça? Parce qu'on ne va pas se créer soi-même, enfin, on peut se créer soi-même son assurance, mais quand même, on a besoin d'un petit soutien. Il faut que ce soit officiel aussi. Absolument, c'est donc ça le rôle des gouvernements et il y a aussi plein de partenaires, plein de compagnies privées internationales qui seraient prêtes à... Et qui présentent vraiment des formules avantageuses, à bas prix, à bas coût pour... Disons que le produit n'est pas nécessairement là, mais c'est là où la discussion doit intervenir, où on doit avoir des partenaires, des intermédiaires entre les femmes rurales et le système du marché d'assurance pour développer des produits qui s'appliquent exactement dans leur contexte. Est-ce que ces partenaires dont vous parlez, ces personnes dont vous parlez, ces intermédiaires, est-ce qu'ils sont nombreux? C'est-à-dire est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Est-ce que sont de bons négociateurs? Est-ce que dans chaque problème posé comme celui-ci, on va avoir la personne indiquée pour vraiment négocier le meilleur tarif pour ces femmes? Je crois que c'est justement le problème de conscientisation peut-être des personnes éduquées qui ont plus de formation traditionnelle où on peut intervenir donc sur le compte des femmes membres des coopératives, parce que je crois on a besoin beaucoup d'intermédiation entre ces groupes et les produits traditionnels qu'on connaît. La formule n'est pas nécessairement déjà développée, mais les compagnies seraient prêtes à développer. Et après, arriver à un certain niveau, on pourrait peut-être, pourquoi pas, permettre à ce que certaines femmes aient des vacances, prennent des vacances au sein de ce groupement de femmes et à tour de rôle qu'elles puissent se reposer, parce que je crois que c'est ça le problème en Afrique, on ne se repose jamais. On travaille tout le temps quand on est dans une situation comme celle-là. Absolument, c'est assez précaire. C'est assez précaire et avec l'âge et la maladie, retraite, mettre de l'argent de côté. Absolument. Tout ça. Donc, ça serait vraiment... Ce qui est très important, c'est de pouvoir assister ces femmes dans leur planification de carrière et, carrière, pas comme telle, mais de pouvoir avoir un temps de repos aussi et de retraite assez confortable. Pour terminer, l'avenir des coopératives de femmes en Afrique, comment vous le voyez ? Je vois vraiment beaucoup d'opportunités. Il y a des jeunes professionnels en Amérique, en Europe, qui s'intéressent beaucoup à repartir en Afrique et faire des partenariats avec les femmes et la jeunesse, je dois dire aussi. Et donc, en faisant valoir l'identité locale, l'identité nationale, et parce que ce sont des produits qui, finalement, ne sont pas très connus dans le reste du monde. Donc,
cette combinaison de savoir-faire traditionnel, mais aussi de méthodes modernes de vente ou de promotion à l'étranger. Ce serait vraiment fantastique. Un grand merci Mireille Makambira pour votre participation à Le Monde au féminin. Un grand merci également à Simsoulou Mami à la production et bien sûr à nos très chères auditrices, à nos très chers auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Arrête.